heures et des heures pour y revenir. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que le Zaïre de Mobutu, il est vraiment devenu, dans les années 70, 80, 80, début des années 80, fin des années 80, le relais des intérêts américains au niveau du continent africain, notamment de l'Afrique centrale, sous Mobutu, et qu'avec la fin de la guerre froide, il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent du point de vue géopolitique, géostratégique et géoéconomique. Alors, au niveau déjà du Congo, du Zaïre, donc il y a des oppositions, il y a des résistances, voilà, il y a des contestations. Il y a la fin des années 80, le régime de Mobutu est en état d'implosion. Voilà, il est confronté à d'autres, comme d'autres régimes africains, à la question notamment de l'ouverture politique. Que Mobutu ne va pas gérer, ne va pas vraiment réussir à gérer comme d'autres l'ont fait dans leur pays. Et il est de plus en plus contesté, il est vieillissant, il est malade, etc. Bref, il est un peu sur la fin. Dans les années 70-80, il s'est rapproché du régime d'Habyarimana au Rwanda, donc un régime Hutu, donc on est sur des lignes ethniques. Au niveau du Rwanda et Burundi, on est sur des lignes ethniques qui sont imputées, puisqu'en fait, il n'y a pas d'ethnie, des Hutus, des Tutsis, des Twa, ce n'est pas des ethnies, c'est une même langue qui est parlée, mais c'est des groupes sociaux différents, mais qui ont été tribalisés et ethnicisés par la colonisation belge, qui, dans cette période-là, donc, a déplacé des populations dans, comment dire, l'est de la RDC, etc. Donc la question aussi de, comment dire, de l'autochtonie se pose de plus en plus dans un Congo où de plus en plus également de Rwandais sont présents dans l'administration, dans l'économie, dans les services, etc. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, donc, qui est l'élément, on va dire, déclencheur dans la sous-région, c'est le génocide qui survient entre avril et juin 1994 au Rwanda, qui s'inscrit dans un contexte de guerre civile entre l'armée patriotique rwandaise, donc le FPR, qui est le fruit d'enfants de réfugiés et d'exilés d'une première révolution qui avait eu lieu au moment de l'indépendance autour de 1959, où le pouvoir colonial belge dans ces territoires-là s'appuyait sur la minorité dite Tutsi, enfin la minorité entre guillemets Tutsi, contre une majorité Hutu. Et lorsque le système colonial s'effondre, il y a des basculements politiques, les Hutus prennent le pouvoir, les Tutsis sont chassés, etc. Donc ça crée une diaspora qui est présente dans tous les pays voisins et qui est également présente en Amérique du Nord. Dans les années 90, 80, il y a des rébellions qui apparaissent dans la sous-région. Alors, il y en a toujours eu au Congo, donc je parlais de Pierre Moulélé tout à l'heure, il y a Laurent Désiré Kabila, il y a Che Guevara qui était aussi tenté de faire un truc là-bas. Mais dans les années 80, ça s'accélère notamment au niveau de l'Ouganda, où on a un dirigeant, Yoweri Museveni, qui, dans sa jeunesse, était marxiste. Moi, j'ai travaillé sur ses archives, parce qu'il était à Dar es Salaam, etc. Voilà, il était marxiste, maoïste, etc. Vraiment très à gauche, on va dire. Qui prend le pouvoir en 1986 à Kampala, avec une rébellion dans laquelle se forment également donc, des officiers rwandais qui sont soutenus par les Américains. Milieu des années 80, fin des années 80. Et ça correspond également à un changement de doctrine au niveau des États-Unis. C'est les années Reagan, Bush, voilà, on repense l'échiquier. Et on se connecte un peu plus également à la question donc, des nouvelles technologies, nouvelle mondialisation, etc. Donc il y a de nouveaux intérêts économiques qui apparaissent, de nouveaux intérêts politiques qui apparaissent. Et on veut mettre en avant, en parallèle à la France qui est sur le discours de la Baule, la démocratie, etc., tout ça, on veut mettre en avant, côté anglo-saxon, ce qu'on appelle les leaders de la nouvelle génération. C'est-à-dire des nouveaux dirigeants, jeunes, comment dire, business friendly, etc., tout ça. Et donc on vise effectivement, comment dire, Museveni, on vise Kagame, on vise Afewerki au niveau de l'Érythrée, on en vise quelques-uns comme ça, Meles Zenawi au niveau de l'Éthiopie et Thabo Mbeki au niveau de l'Afrique du Sud.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut en fait avoir une panoplie, une palette de dirigeants africains vraiment acquis à l'idée de la prédation néolibérale, mais avec en même temps un vernis voilà, qui en jette, quoi. Voilà. Et donc, tout cela se travaille dans ce contexte-là, avec donc une opposition rwandaise qui est confrontée donc à un régime, celui du Habyarimana, qui est vraiment un vieux régime france-africain, mais vraiment très pourri, vraiment collaboration totale avec l'armée française, copain-copain, Mitterrand, Habyarimana, enfin vraiment une proximité très forte. Qui a introduit donc la complicité donc de la France également dans ce qui va se passer par la suite, donc le soutien à ce régime génocidaire, qui effectivement a développé une idéologie qui vise en fait un groupe bien particulier, à la fois construit comme bouc émissaire et en même temps, je dirais, comme menace, menace à éradiquer. Voilà, donc il y a effectivement un discours qui est produit dans ce contexte-là, mais qui est différent de la problématique de la guerre civile menée par le FPR pour la conquête du pouvoir. Voilà, et c'est dans ce contexte-là où vous avez donc deux éléments différents, donc un régime extrémiste et une guerre civile menée par le FPR qui est armée, organisée, disciplinée, qu'intervient dans un contexte de négociation et d'accords politiques au niveau de l'opposition, piloté en partie par les acteurs sous-régionaux, notamment la Tanzanie, l'attentat contre l'avion qui ramène Habyarimana et le président burundais à Kigali, donc le 6 avril 1994. Et le lendemain, donc le 7 avril, on entre donc dans la période du génocide avec une élimination ciblée et systématique de personnes Tutsis. Même si la question de l'origine ethnique se pose et s'inscrit dans un discours qui produit clairement des éléments génocidaires, et également Hutu, sachant que le motif d'élimination également des Hutus est notamment le refus de participer au génocide. Voilà, donc c'est aussi des éléments qui sont vraiment à prendre en compte. On est vraiment dans une période extrêmement dure, où très sincèrement, quand le Rwanda en sort, le pays est par terre, le pays est détruit, il est totalement par terre parce qu'il y a 800 000 à 1 million de morts, il y a énormément d'orphelins, énormément de réfugiés et de déplacés, donc le pays est en grande partie vidé. Donc quand le FPR prend le pouvoir à Kigali le 4 juillet 1994, effectivement, il met fin au génocide. Reste à savoir toujours le débat sur l'élément déclencheur du génocide, etc. Est-ce que ceux qui en ont profité sont ceux qui l'ont organisé? Pour moi, ce n'est pas tellement ça la question, c'est qu'on est vraiment dans un mécanisme, je dirais, de prédation, de dépossession, de déshumanisation totale. Donc le Rwanda est par terre. Le FPR est extrêmement organisé. C'est un État dans l'État. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un parti-État avec une discipline, avec des modalités de fonctionnement, des modalités économiques, etc. Donc une grande partie de la reconstruction de l'État rwandais se fait très clairement sur le squelette et l'ossature du FPR. Donc Kagame va être à partir, bon il est déjà présent, mais il devient vraiment à partir de 2000 vraiment la figure centrale et totémique de ce système-là, qui est arrivé au pouvoir dans un contexte de guerre et de génocide, et donc dans une logique de survie, qui l'amène donc à se positionner, se retourner contre ceux qui ont soutenu l'ancien régime déchu d'Habyarimana. Voilà, donc entre 1994 et 1996 se met en place également toute la géopolitique des camps de réfugiés, de la crise humanitaire de l'Est du Zaïre, avec un Mobutu qui contrôle plus grand-chose de son côté depuis Kinshasa, qui est mourant, etc. Avec la problématique également donc, des corridors humanitaires qui ont permis donc, à des centaines de milliers ou millions de personnes donc, de fuir dans l'Est du Zaïre, y compris donc, des génocidaires. D'où le lancement de cette problématique du droit de poursuite des génocidaires sur le territoire zaïrois, notamment dans les camps
de réfugiés, qui est donc une violation de la souveraineté du territoire zaïrois, dans un contexte où les frontières sont poreuses, dans un contexte où les camps de réfugiés sont confrontés à une crise humanitaire totale, et dans un contexte où l'État zaïrois n'est plus en mesure de contrôler son propre territoire et ne l'a pas forcément toujours été en cas. Voilà, sur à peu près les 530 points d'entrée terrestres du Congo, Zaïre, on est dans une période où l'État n'en contrôlait peut-être qu'une cinquantaine. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut rentrer partout comme on veut dans ce pays parce que, voilà. Donc la question des frontières, la question de la porosité des frontières, la question de la pression démographique, donc tout ça se met en place dans ce contexte-là. Et pour le régime de Kigali, il s'agit effectivement d'aller jusqu'au bout du travail. Et une coalition va être montée en recrutant d'anciens rebelles et opposants, dont Laurent Désiré Kabila, qui va être mis en avant, pour créer l'Alliance des forces démocratiques de la libération. Donc on va rajouter Congo après, mais c'est d'abord l'AFDL, qui est en fait une vaste coalition en fait, qui va traverser tout le pays d'est en ouest, conquérir les territoires où généralement en fait, les territoires se soumettent d'office, renégocier déjà les contrats miniers tout au long de cette traversée. Donc on est vraiment dans une logique où vous avez des hommes armés qui avancent et derrière vous avez des gens costard-cravate avec des contrats miniers, etc. Tout ça. Donc l'impérialisme est vraiment derrière, puisqu'il faut aussi financer les armes, financer sur les ressources et revoir en fait l'assiette fiscale et foncière. Et donc cet AFDL arrive à Kinshasa, fait partir Mobutu, et Laurent Désiré Kabila est installé au pouvoir, mais dans les bras finalement des Rwandais. Son chef d'état-major, c'est James Kabarebe, qui est chef d'état-major des armées de la République démocratique du Congo, comme le renomme Kabila, mais il est peu après ministre de la Défense du Rwanda. Voilà. Et donc Kabila, lui, il a son agenda, parce que Kabila, c'est un vieux de la vieille. Il a pu voir une opportunité de prendre le pouvoir à Kinshasa, de renverser Mobutu, qui est son vieil ennemi. Mais l'agenda de Kabila n'est pas l'agenda de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Voilà, donc lui, il veut, voilà, je le cite parce que c'est l'un des derniers qui avait, entre guillemets, une vision historique, politique, idéologique. Il veut changer les alliances, se tourner vers la Chine, revenir sur des logiques de solidarité panafricaine, africaine, internationaliste, etc. C'est un guerriero. Bon, c'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment sur une idée de rupture qui ne correspond pas au plan conçu par les Américains, puisque même si on parle des Rwandais, c'est un plan conçu par les Américains pour prendre contrôle des ressources du Congo. Derrière tout ça, donc, vous avez donc, les ONG qui se développent dans ce contexte donc, de crise humanitaire et d'affaiblissement de l'État, les institutions financières internationales qui se repaissent de, du cadavre du Zaïre de Mobutu qui est totalement... voilà, il y a eu des crimes économiques, il y a eu des détournements majeurs, enfin, voilà, il y a un vrai problème aussi sur les crimes économiques du temps de Mobutu et l'état dans lequel se retrouve du point de vue de la dette l'État zaïrois, l'État congolais à ce moment-là. Donc les multinationales dont j'ai parlé avec les ressources, et au milieu donc une guerre pour laquelle donc les forces armées zaïroises donc n'ont pas tenu et le pouvoir qui est installé à Kinshasa est soutenu par les Rwandais. Kabila va vouloir s'émanciper de ses parrains qui vont le lui faire payer. Donc il va renvoyer les officiers rwandais qui étaient autour de lui, il va purger l'administration rwandaise qui était autour de lui, il va laisser faire des massacres sur des populations rwandaises, rwandophones, etc., qui étaient à Kinshasa, donc ce qui aussi entraîne cette problématique, entre guillemets, de la haine du Rwandais, de la rwandophobie, etc., au niveau de Kinshasa. Et les Rwandais, évidemment, ne vont pas du tout le voir de cet œil-là avec les Ougandais. Et donc, en août 98, il y a une guerre qui éclate, qui se fait donc par procuration. Donc, on entre dans ce schéma de milicianisation de la guerre. C'est-à-dire que c'est jamais l'armée rwandaise ou l'armée ougandaise, tout ça, non. On crée vraiment des milices. Donc, le RCD, côté rwandais, et un peu plus tard, le MLC, côté ougandais, à la tête desquels on place des Congolais,
parfois des Rwandais, mais plutôt des Congolais, donc Jean-Pierre Bemba notamment, et puis d'autres au niveau du RCD, donc qui vont ensuite éclater en différentes factions et qui vont mener des guerres sur le sol congolais. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une guerre sur le sol congolais. Voilà, c'est le Congo, c'est une guerre au Congo, c'est pas que la guerre du Congo, c'est une guerre au Congo, dans laquelle effectivement le peuple congolais est pris en otage. Voilà, il n'y a pas de Congolais qui vont faire la guerre dans les pays voisins, c'est vraiment la guerre sur le sol du Congo pour les ressources du Congo, avec des voisins directs à travers des rébellions qui sont montées vraiment de toutes pièces, en hommes, en matériel, en équipement, etc. Et donc il y a une première guerre de 98 à 2002, au cours de laquelle donc, Laurent Désiré Kabila est assassiné en 2001. Mais c'est une guerre qui met en place des alliances entre d'un côté l'Ouganda et le Rwanda, et de l'autre côté Kabila qui cherche des alliés, donc notamment on le voit sur la carte, les États en bleu et en rose, etc. Donc la Libye, le Tchad, la Centrafrique, l'Afrique du Sud, etc. Donc qui montrent en fait que tous les pays là qui sont sur cette carte de l'Afrique en fait étaient partie prenante de la guerre au Congo de 98, bon la seconde guerre, mais bon, on peut dire qu'il y a une guerre de 96 à 2003, mais en différentes phases. Et donc ça montre en fait en quoi la guerre du Congo est une guerre continentale et pourquoi on l'a appelée dans certains récits la première guerre mondiale africaine. Parce que Kabila, pour combattre les milices soutenues par le Rwanda et l'Ouganda, a fait appel à des armées d'autres pays africains. Parce que, en tant que chef d'État, il ne peut pas faire appel à des mercenaires ou il ne peut pas créer des milices. Un État fonctionne avec une armée, c'est à l'armée de régler ce type de questions. Et quand l'armée n'est pas en capacité, elle fait des alliances militaires avec d'autres pays qui viennent apporter leurs soldats pour aider à la libération du pays sur une base politique. Voilà, donc la question du Congo enflamme en fait tout le centre et la partie australe du continent africain. Alors sur les rébellions, donc là aussi un des invariants quand on parle de guerre permanente, c'est que elle se situe également en parallèle des calendriers électoraux et politiques. Donc Laurent Désiré est assassiné en 2001. On installe son fils, Joseph, qui à l'époque a 29 ans, c'est le plus jeune chef d'État au monde. Donc voilà, 29 ans, vous êtes à la tête du pays le plus riche du monde. Mais voilà, vous êtes inconnu, on ne sait pas vraiment qui vous êtes, etc. Mais on a compris que c'est le Rwanda derrière qui vous a installé. Il y a des accords qui sont négociés en Afrique du Sud, et les accords négociés entrent également dans la manière dont on fait entrer le ver dans le fruit, puisque la logique de ces accords-là va être en gros que les groupes rebelles déposent les armes et deviennent des groupes politiques. Voilà, ils entrent dans le paysage politique. Voilà, on leur donne des ministères, on leur donne des vice-présidences, on leur donne, etc. Donc ça, en fait, ça rentre dans un système où l'une des manières d'entrer en politique, c'est de créer des rébellions. En plus, ces rébellions, ça rapporte extrêmement bien. Vous devenez extrêmement riche. Parce que vous pouvez redistribuer des terres, vous devenez... Voilà, donc on rentre vraiment dans une logique qui reprend la manière dont les royaumes du Congo d'avant la colonisation ont été déstructurés à travers l'incitation à faire la guerre, à tel point que ceux qui faisaient la guerre se retrouvaient eux-mêmes pourchassés. Et c'est ce qui va expliquer le fait que des chefs rebelles mis en avant et installés vont être dégommés et enlevés une fois qu'ils ne servent plus à rien. Voilà, c'est vraiment des jeux de chaises musicales. Et donc ces accords sont signés donc en 2003, 1+4, désarmement, démobilisation, réinsertion. Donc la question également du DDR se pose, puisque ce sont des rebelles, des groupes armés, parfois d'anciens soldats, parfois des rebelles et des miliciens. Et donc dans les accords, on commence déjà à dire il faut maintenant réintégrer ces soldats dans l'armée, la nouvelle armée du Congo. C'est-à-dire que ceux qui se sont battus entre eux, par exemple les soldats congolais, maintenant on va vous mettre des rebelles, etc. Voilà. Ça pose problème parce que ça crée en fait une armée dysfonctionnelle, ça crée une armée non opérationnelle et ça crée une armée qui est infiltrée de l'intérieur et qui est tenue, je dirais, en otage par les revendications de chefs de guerre. Et donc en 2006, quand Joseph Kabila est élu président de la République démocratique du Congo,
il y a un de ces chefs de guerre, et plusieurs autres, qui s'appelle Laurent Nkunda, qui refuse de reconnaître l'élection de Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Et donc, qui, avec d'autres, crée une rébellion, le CNDP, qui en fait sur les décombres de précédentes rébellions, avec vraiment le projet de, comment dire, de jouer d'une part la carte des intérêts du Rwanda, parce qu'il est passé aussi par les réseaux du FPR, etc., mais en même temps de s'émanciper, puisque Laurent Nkunda est un chef politique, un chef militaire, mais également un chef religieux. Donc on introduit également des éléments de mysticisme, des éléments de trucs, etc., tout ça qui... voilà. Et le CNDP donc, constitue donc cette première rébellion, on va dire, moderne, qui va être donc l'ancêtre donc, du M23. Du point de vue notamment des revendications et du point de vue également de la, comment dire, du recyclage des individus. Voilà, donc Laurent Nkunda, il est rejoint notamment par des groupes mercenaires. Donc, précédemment, il avait créé un groupe qui s'appelait le Front de libération de l'Est du Congo, donc, qui est donc devenu le CNDP. Et il crée donc le CNDP, donc, qui est rejoint par des groupes mercenaires, dont l'un est Bosco Ntaganda, qui est donc un chef de guerre, chef militaire, qui a pour surnom Terminator. Voilà, donc on est vraiment aussi dans des rébellions organisées, structurées et impitoyables. Voilà, donc qui font des morts, qui font des déplacés, qui font des viols, mais dont les commanditaires sont bien cachés. Voilà. Et ces rébellions-là, enfin cette rébellion du CNDP, donc il y a un premier temps où comment dire, elle combat donc l'État congolais. Alors c'est toujours en fait un jeu, comment dire, de dupes, puisque Joseph Kabila est très clairement inféodé à Paul Kagame dans ce contexte-là. Donc ils se connaissent entre eux, ils savent ce qu'ils font. Et donc en 2008, il y a un premier arrêt de cette rébellion et la signature donc en 2009, donc le 23 mars 2009, donc d'un accord. Donc c'est les fameux accords donc du 23 mars 2009 qui indiquent donc voilà que le CNDP devient un parti politique, donc de Laurent Nkunda, donc plein de morts, etc., tout ça, donc devient un parti politique avec une intégration donc des soldats de cette rébellion dans l'armée congolaise, avec comment dire un appel au retour des réfugiés, voilà, puisque la paix est revenue, donc il faut faire le retour des réfugiés, et avec une libération des prisonniers, voilà. Et donc ces accords, il y avait quelques autres accords qui étaient dedans, s'imposent aux belligérants et sont en même temps signés par l'État congolais dans des cadres de négociation où le Congo n'a jamais été souverain. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi les intérêts des Nations Unies, il y a des gens qui disent il faut négocier avec eux, etc. Et évidemment, l'État congolais n'a pas la même, comment dire, n'a pas la même marge de manœuvre pour respecter un accord que des groupes rebelles. Et dans la demande notamment de l'État congolais, sur la question par exemple de l'intégration dans les forces armées congolaises, il y a la demande à ce que les miliciens et les chefs rebelles qui sont fortement localisés au Kivu, on se demande pourquoi, c'est pour les ressources, évacuent ces zones pour réellement permettre de les réintégrer dans une armée qui n'a pas à se focaliser sur le Kivu, mais qui est une armée nationale. Et donc on se pose la question de pourquoi ces rebelles, qui dans le cadre d'accords doivent être intégrés à une armée nationale, restent localisés dans la région du Kivu, dans la région de l'Est de la RDC, Kivu et Ituri. Qui leur dit finalement de ne pas rejoindre l'armée congolaise et de ne pas aller dans les logiques d'amnistie? Le régime rwandais, très probablement. Parce qu'il y a des intérêts également du côté du Rwanda à maintenir des rébellions dans cette zone-là, puisque au moment du droit de poursuite invoqué par Kagame, l'idée c'était de traquer donc les anciens génocidaires qui, à partir de l'an 2000, dans le paysage des milices, se constituent avec le front, les forces démocratiques de libération du Rwanda, les fameux FDLR, donc
anciens, génocidaires Hutus réfugiés dans l'est de la RDC, accusés dans l'est de la RDC de traquer les populations Tutsi ou rwandophones de l'est de la RDC. Et donc le Rwanda invoque le fait de protéger ces populations-là qui feraient partie en fait de son espace-là. Puisqu'entre-temps, évidemment, Kagame invoque le fait que au moment du transfert du partage de Berlin, en réalité, le Kivu était compris dans le Rwanda actuel, puisqu'on a trouvé notamment au Kivu des tombes de soldats allemands qui montrent bien que le Kivu, donc cette partie de l'est du Congo, était en réalité allemande, comme le Rwanda et le Burundi. Donc si on en revient à la question de l'intangibilité des frontières, c'est un territoire qui nous revient. Voilà, donc il y a tout ce jeu aussi qui est fait sur des questions de cadastre, de foncier, etc. Tout ça. Et donc on est dans une situation de non-respect donc, des accords du 23 mars 2009 qui amène donc à la création donc, en 2012 donc, du M23, donc un mouvement qui naît sur justement le non-respect de ces accords du 23 mars 2009, une rébellion, une énième rébellion, avec là des scissions. Donc Laurent Nkunda, il a été entre guillemets un peu neutralisé, mis de côté, voilà, parce qu'il commençait à être un peu trop gênant. Bosco Ntaganda, il y a la Cour pénale internationale qui commence à s'intéresser à lui. Donc on fait monter plutôt un autre acteur, Sultan Makenga, donc l'actuel chef militaire notamment du M23, chef politique, pour également renouveler un peu les têtes. Mais en fait, on voit qu'à chaque fois, c'est vraiment des seconds couteaux. Voilà. D'où le fait également qu'au niveau de la justice internationale, on demande mais pourquoi c'est tout le temps les seconds couteaux qui sont traqués et jamais les gens qui installent ces gars à la tête des rébellions. Pourquoi ? Parce que y a une difficulté à mener une enquête internationale. Parce que entre 1993 et 2003, il y a eu effectivement des enquêtes qui ont été menées, donc le fameux rapport Mapping, qui a identifié un certain nombre de violences et de crimes de guerre, visant notamment les populations Hutus, d'où le fait que certains s'appuient notamment sur ça pour parler de la question du génocide, double génocide, etc., alors que ce n'est pas du tout le cas dans le rapport. C'est-à-dire que le rapport dit qu'il faut une enquête de qualification de génocide. Ce n'est pas établi, il faut une enquête de qualification de la chose. Parce que le rapport Mapping va de 1993 à 2003, mais il documente très bien la fameuse guerre de 1998 à 2002. Voilà. Maintenant, c'est un rapport qui était mis à disposition du gouvernement congolais et qui nécessitait que le gouvernement congolais joue de sa souveraineté pour lancer quelque chose. Mais c'est un gouvernement qui, dans bien des cas, reste inféodé aux intérêts, alors pas que du Rwanda, pas que de l'Ouganda, mais aux intérêts américains ou aux intérêts de la communauté internationale. Donc la question la question qui se pose, si vous voulez, pour la RDC, c'est qu'elle est, dans tout ce contexte-là, dans l'incapacité d'élaborer sa propre stratégie, parce que aussi le mandat de la MONUSCO fait obstacle et sert de paravent à l'agenda du M23. C'est quelque chose aussi qui a été remarqué et constaté, qui rejoint ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la manière dont Lumumba a été neutralisé par le fait de faire appel au Conseil de sécurité des Nations Unies, le fait que le temps des négociations ou les formes ou les modalités de négociation demandées par la communauté internationale s'imposent au Congo d'une manière qui ne peut pas s'imposer à des rébellions. Ça ne peut s'imposer qu'au Congo de manière égale à un autre État qui devrait être le Rwanda ou l'Ouganda. Et donc il y a, je dirais, ce cache-cache qui empêche finalement, je dirais, de poser les choses sur la table. Alors la rébellion du M23, donc de 2012-2013, elle n'est pas vaincue, elle n'est pas défaite, elle est dispersée. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est totalement chrysogène. Vous vainquez une rébellion, en fait, les gens se dispersent dans les pays voisins. Ils vont se replier en Ouganda, ils vont se replier au Rwanda, ils vont parfois au Burundi, ils vont parfois en Tanzanie. Et là, les pouvoirs en place décident de que faisons-nous de ces gens, de ces rebelles venus des rébellions de l'Est du Congo, qui dans bien des cas sont aussi réfugiés au niveau du HCR. C'est-à-dire que le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies
ben, très souvent, on constate que ce sont des rebelles qui ont aussi le statut de réfugiés. Ce qui pose aussi la question de la complicité de certaines agences des Nations Unies, ce qui pose aussi la complicité comment dire, des ONG dans cette région-là. Et voilà, donc le M23 est dispersé. Il a été vaincu, battu, mais dispersé, mais pas défait totalement. Il va se recomposer entre 2015 et 2021-22. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des invariants. Donc, 2006, l'élection de Kabila non reconnue par Kunda, donc la rébellion du CNDP, puis ensuite du M23 autour de 2011-2012. 2015 à 2020, c'est marqué notamment du point de vue de l'évolution du paysage politique congolais par le fait que la carte Joseph Kabila arrivait à expiration. Voilà, il y avait vraiment une forte contestation. Voilà, c'était plus possible de tenir avec Kabila. Il fallait trouver d'autres acteurs qui endossent ce jeu-là. Et donc en 2018, Tshisekedi est élu. Bon alors, Fayulu a probablement remporté les élections d'après certaines sources, mais bon, il y a un accord qui est mis en place et c'est Tshisekedi qui passe. Le dauphin de Kabila, voilà, il passe pas, alors que généralement on est dans des logiques de succession où quand vous quittez le pouvoir, c'est votre dauphin que vous installez, mais là, bizarrement, c'est Tshisekedi effectivement qui se retrouve élu à la tête du pouvoir. Et Tshisekedi, donc Félix, qui est le fils d'Étienne, donc Étienne qui était un opposant historique de l'UDPS, etc. C'est pas tout à fait le même bagage, et c'est pas tout à fait non plus les mêmes réseaux. Tshisekedi, il s'entend assez bien avec Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, qui est aussi le fils de Jomo Kenyatta, donc ils s'entendent entre dynasties politiques. Et il trouve également, voilà, il y a une période, on va dire, de rapprochement entre Kinshasa et Kigali qui a lieu. Et au fur et à mesure que la RDC se rapproche du Rwanda via les liens entre Tshisekedi et Uhuru Kenyatta, et surtout que la RDC se rapproche de l'Ouganda, du côté de Kigali, on sent qu'il y a besoin de remettre les choses en ordre et en place. Voilà, c'est-à-dire que l'idée en fait que la RDC se détourne